Ma nièce a dit devant ses amis que la fête à 20 000 € que j'ai organisée pour elle était nulle, tu as tout gâché, tante Olivia. J'étais furieuse, alors je suis allée voir le DJ et j'ai dit, coupez la musique. La fête est finie. Ma nièce a qualifié de nulle la fête pour ses 16 ans à 20 000 € que j'avais organisée pour elle et a dit que j'avais tout gâché. Elle pensait que j'allais rester là sans rien dire. Alors, je me suis calmement dirigé vers le DJ, j'ai coupé la musique et j'ai dit au traiteur de remballer jusqu'au dernier petit four. La salle de bal scintillait. J'y avais veillé personnellement. En tant qu'architecte d'intérieur, ma réputation professionnelle reposait sur ma capacité à créer de la magie. Et ce soir-là, j'avais déversé toute cette expertise pour ma nièce, Sophie. Le thème était Jardin de minuit, et je n'avais reculé devant aucune dépense. Des milliers de minuscules lumières en fibre optique étaient tissées dans des rideaux de velours bleu nuit, imitant un ciel étoilé. Les centres de table étaient à couper le souffle, des arrangements d'orchidées blanches et de fougères argentées qui grimpaient vers le plafond, le tout se reflétant sur la piste de danse noire laquée que j'avais fait installer spécialement. L'odeur des gardénias et le bourdonnement sophistiqué du set d'ouverture du DJ emplissaient l'air. Je me tenais près de l'entrée, une flûte de pétillant sans alcool à la main, ressentant une profonde vague de fierté. Ce n'était pas juste une fête. C'était une déclaration. Une déclaration que, malgré les difficultés financières dans lesquelles ma sœur Marguerite semblait toujours se trouver, sa fille ne manquerait de rien. Du moins, pas tant que je serais là. Olivia, c'est un conte de fées, m'avait murmuré Marguerite une heure plus tôt, les yeux humides de larmes. Elle était agente immobilière, perpétuellement à la poursuite de la prochaine grosse commission qui ne semblait jamais se concrétiser, et sa gratitude était palpable. Je ne sais pas comment tu as fait ça. Contente-toi d'être la mère de la reine de la fête, avais-je dit en lissant le revers de sa robe. Je m'occupe de tout. Et c'était le cas. J'avais passé 3 mois à tout planifier. J'avais personnellement sélectionné le traiteur dont les chefs assemblaient actuellement des assiettes gourmandes de mini feuilletés au bœuf et de macaronis gratinés à la truffe. J'avais auditionné 3 DJ différents pour trouver celle-ci, une jeune femme avec un talent incroyable pour mélanger les tubes actuels avec des classiques intemporels. Le lieu, la salle de bal d'un grand hôtel historique du centre de Paris, était un endroit que j'utilisais pour mes clients les plus prestigieux. Le coût total dépassait les 20 000 €, une somme que j'avais volontiers payée. Sophie était ma seule nièce. Elle était censée être la fille que je n'avais jamais eue. Je la regardais se déplacer parmi la foule de ses amis. Elle portait une robe argentée sur mesure que j'avais commandée, ressemblant en tout point à une princesse. Mais quelque chose clochait. Son sourire était crispé. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule vers une fille aux traits anguleux et à l'expression ennuyée. Manon, sa nouvelle meilleure amie. Manon venait d'une de ces familles de nouveaux riches, et son influence sur Sophie au cours des 6 derniers mois avait été préoccupante. Je commençais à m'approcher, avec l'intention de demander à Sophie si elle s'amusait. Je me déplaçais silencieusement, mes chaussures à semelles souples ne faisant aucun bruit sur la moquette épaisse qui bordait la piste de danse. Je suis arrivé derrière elle juste au moment où elle et Manon se tenaient près de l'imposant gâteau à 8 étages que j'avais conçu pour ressembler à un bouleau argenté. Manon fit un geste vague vers la salle avec une main manucurée. Je veux dire, c'est mignon, j'imagine, dans un style vraiment rétro. Je m'arrêtai, caché par un grand arrangement floral. Ce n'est pas mignon, Manon. C'est nul. La voix de Sophie était sèche, tranchante, et remplie d'un venin d'adolescente qui me piqua physiquement. Le DJ passe tellement de musique de vieux et la nourriture. Sérieusement, qui sert ça? Tout le monde voulait un bar à sushi. Et ça, dit Manon en effleurant la jupe de la robe de Sophie, ce n'est pas le créateur dont on avait parlé. Je sais, la voix de Sophie monta presque jusqu'à un gémissement. Elle a dit qu'elle s'en occuperait, et puis elle a juste fait tout ça. Elle ne m'a même pas demandé mon avis. C'est tellement nul. Tu as tout gâché, tante Olivia. Elle ne savait pas que j'étais là, bien sûr. Elle se plaignait de moi à Manon. Elle avait craché mon nom comme si c'était quelque chose d'amer dans sa bouche. Je suis resté figé pendant 30 secondes. Les lumières scintillantes me parurent soudain criardes. La nourriture coûteuse semblait ridicule. La musique ressemblait à une marche funèbre. Chaque sacrifice, chaque appel tardif de Marguerite Olivia, je suis un peu juste pour le crédit IMO, chaque chèque que j'avais signé, chaque parcelle de capital professionnel que j'avais utilisé pour rendre cette nuit parfaite,
tout cela fusionna en un seul nœud froid et dur dans mon estomac. J'avais été une ressource, une banque, une solution à tout. J'étais la grande sœur fiable, prospère et sans enfant qui pouvait simplement s'en occuper. Et à cet instant, j'ai réalisé qu'en m'occupant toujours de tout, je leur avais appris que mon argent, mon temps et mes efforts étaient illimités et, en fin de compte, sans valeur. Sophie roula à nouveau des yeux, prit la main de Manon et dit « Allons prendre une photo pour Insta. Au moins, on pourra utiliser un filtre pour que ça ait l'air moins banal. » Elles s'éloignèrent en riant vers le photomaton. Également mon idée, également 1500 €. Je fermai les yeux. La vague de fierté avait disparu, remplacée par un calme glacial. La trahison était si totale, si méprisante qu'elle ne faisait même pas mal. Elle clarifiait simplement les choses. Elles avaient oublié une chose cruciale. Elles avaient oublié qui j'étais. Je n'étais pas seulement tante Olivia, le distributeur automatique de la famille. J'étais Olivia Lambert, la propriétaire d'une agence qui avait bâti sa réputation sur une exécution sans faille et des contrats en béton. Et la personne qui signe les chèques tient le stylo. La trahison n'était pas seulement l'insulte. C'était la réalisation que c'était ce qu'elle pensait vraiment de moi. Et j'en avais fini de payer pour ça. Le calme glacial ne se brisa pas. Il se solidifia. Je sentis ma respiration se régulariser alors que je regardais ma nièce, la fille à qui j'avais appris à faire du vélo, la fille que j'avais emmenée à sa première comédie musicale sur les grands boulevards, posée et minaudée pour un appareil photo, se moquant de l'événement même qu'elle m'avait supplié d'organiser. Mon esprit, entraîné par des années de gestion de clients exigeants et d'entrepreneurs capricieux, ne s'est pas perdu en conjectures. Il est immédiatement passé à « et maintenant ?» Je repensais aux 3 derniers mois. La planification avait été un cauchemar, mais j'avais supposé que c'était juste l'indécision typique de l'adolescence. Maintenant, je voyais clair. Chaque demande de Sophie avait été un écho direct de l'influence de Manon. Tante Olivia, avait-elle dit au téléphone il y a 2 mois, je pensais. Une salle de bal, c'est tellement vieux. Qu'est-ce que tu as en tête, ma chérie, avais-je demandé en parcourant des échantillons de tissus pour un client. Eh bien, la cousine de Manon a fait sa fête à l'entrepôt. C'est ce nouvel espace industriel. C'est tout en béton et tuyaux apparents, et ils avaient un graffeur qui peignait en direct et un mur de sushi. Un mur de sushi, avais-je répété, déconcerté. Sophie, ma chérie, ça a l'air compliqué. Et l'entrepôt est une boîte de nuit. Ils ne font pas d'événements privés pour les jeunes de 16 ans. Mais Manon a dit, avait-elle jeun. Je l'avais gentiment contredite. Nous allons opter pour la salle de bal. C'est élégant. C'est classique. Fais-moi confiance, ce sera magnifique. Mais je veux un mur de sushi, avait-elle pleuré avant de raccrocher. Une semaine plus tard, c'était le DJ. Je lui avais envoyé 3 démos. Elle m'avait renvoyé un lien vers un artiste exclusif sur SoundCloud qui, selon Manon, était la prochaine grande star et facturait 10 000 € pour un set de 2 heures. J'avais mis le holà. Sophie, c'est mon cadeau pour toi. Soit tu me laisses l'organiser, soit toi et ta mère pouvez l'organiser. Marguerite m'avait appelé, troublée, 1 heure plus tard. Olivia, s'il te plaît, sois patiente avec elle. Elle subit tellement de pression, cette nouvelle école. Tous ses amis sont, eh bien, tu sais, ils ont tellement. Et je lui offre une fête à 20 000 €, Marguerite, avais-je dit, ma patience s'épuisant. C'est plus que tellement. C'est tout. Je sais, avait dit Marguerite, sa voix prenant cette tonalité géniale familière. Et nous sommes tellement, tellement reconnaissants. Vraiment. Fais juste en sorte que ce soit bien, d'accord ? Elle le mérite. Elle le mérite. Debout là, près de l'arrangement floral, ces mots résonnaient dans ma tête. Elle le mérite. Je regardais de l'autre côté de la pièce. Ma sœur Marguerite tenait salon près du bar, riant avec certains de ses propres amis qu'elle avait invités. Elle portait une nouvelle robe, que je ne lui avais pas achetée, et semblait parfaitement à l'aise, sirotant un cocktail, complètement inconsciente du comportement de sa fille. Elle se prélassait dans la lueur réfléchie de ma richesse, acceptant des compliments pour une fête à laquelle elle n'avait contribué ni un seul euro ni une seule idée. C'était là, réalisais-je, la racine du problème. Marguerite le permettait. Elle me voyait comme une solution, pas comme une sœur. Et elle avait élevé sa fille à me voir de la même manière.
Une nouvelle vague de fureur froide, nette et précise, traversa mon calme. Ce n'était pas seulement l'ignorance adolescente de Sophie. C'était une pourriture systémique dans ma famille, un schéma de prise que j'avais bêtement, généreusement et constamment autorisé. Mon téléphone vibra dans ma pochette. C'était un SMS du directeur de l'établissement, un homme nommé Marc, avec qui je travaillais depuis des années. Marc, Olivia, tout est spectaculaire. La cuisine est prête à servir le plat principal à votre signal. Aussi, juste un rappel, les paiements finaux des prestataires, Digi, traiteurs, doivent être réglés ce soir, conformément à notre accord. Je souris, un sourire pincé et mince qui n'atteignit pas mes yeux. Conformément à notre accord. J'avais moi-même structuré les paiements de cette façon. C'était la norme pour les événements haut de gamme. On paie un acompte pour réserver, mais les versements finaux massifs pour les artistes et la nourriture sont payés après le service rendu. Cela garantit que le Digi ne part pas plus tôt et que le traiteur ne manque pas de nourriture. C'était mon propre filet de sécurité professionnelle, et j'étais sur le point de l'utiliser d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je répondis à Marc par SMS, « Attendez pour le plat principal. Je dois vous parler, ainsi qu'au traiteur et au Digi, dans votre bureau. » Immédiatement et discrètement. Je regardai ma montre. 21h15, la fête devait durer jusqu'à minuit. Le plat principal devait être servi à 21h30. Les invités, environ 80 adolescents et 20 adultes, discutaient. Le Digi commençait juste à faire monter l'ambiance. Tout était parfait. C'était une machine parfaite, belle et chère. Et j'étais sur le point de débrancher la prise. Je me dirigeais vers les coulisses, mes talons claquant avec détermination sur le sol en marbre. Je n'étais plus une tante vulnérable. J'étais une cliente. Une cliente qui avait été insultée. Une cliente qui était sur le point d'annuler un contrat. La trahison était pire que l'argent. L'argent, je pouvais en gagner à nouveau. La trahison, c'était la prise de conscience que mon amour n'était évalué qu'à son prix. Et même là, il le trouvait bon marché. Ma relation avec ma sœur Marguerite a toujours été compliquée. Elle a 3 ans de moins que moi et j'ai passé ma vie entière à la sortir du pétrin. Ça a commencé petit. Je faisais ses devoirs au lycée pour qu'elle n'échoue pas. Je la remplaçais à la brasserie pour qu'elle puisse aller à une fête. Puis ça a empiré. Quand nos parents sont décédés, j'avais 28 ans et je venais de lancer mon agence de design. Marguerite avait 25 ans et, comme elle le disait, se cherchait. Elle a dilapidé son petit héritage en 6 mois pour un voyage en Europe et un type qui jouait de la guitare. Moi, par contre, j'avais investi le mien dans mon entreprise, travaillant 80 heures par semaine, dormant sur un lit de camp dans mon minuscule bureau. Quand elle est rentrée, fauchée et enceinte de Sophie, c'est moi qui l'ai laissée emménager dans mon 2 pièces. C'est moi qui ai payé les vitamines prénatales, qui lui ai tenu la main pendant l'accouchement et qui ai acheté les vêtements de Sophie pour les 5 premières années. Tu me sauves la vie, Olivia, disait-elle toujours en me serrant fort dans ses bras. Je te rembourserai, je te le jure. Elle ne l'a jamais fait. Elle a obtenu sa licence d'agent immobilier, que j'ai payée. Elle avait besoin d'une voiture professionnelle pour conduire les clients, alors j'ai co-signé le leasing d'une berline de luxe. Quand elle a voulu acheter un petit appartement, la banque a ri de son dossier de crédit. Alors, j'ai moi-même versé les 20% d'acompte, me disant que c'était un investissement dans la famille. Pendant 16 ans, j'avais été le soutien structurel de la famille. J'étais le mur porteur qui soutenait tout le château de cartes précaire qu'était la vie de Marguerite. Et Sophie était censée être le but de tout cela. Je l'aimais sincèrement. Je la voyais comme une chance de donner à quelqu'un toutes les choses que je n'avais jamais eues. Je l'emmenais dans les musées, au théâtre, à des réunions avec des clients dans de belles maisons. Je voulais lui montrer qu'une femme pouvait être indépendante, réussir et être aux commandes. Je pensais que je lui apprenais la force. Au lieu de cela, il semblait que je lui avais simplement appris à être une princesse très efficace et très privilégiée. Alors que je marchais vers le bureau du directeur, le poids de cette générosité m'écrasait. J'ai pensé aux clients que j'avais refusés le mois dernier, un projet hôtelier lucratif, parce que je devais me concentrer sur la fête de Sophie. J'ai pensé aux vacances que j'avais reportées, aux économies dans lesquelles j'avais puisé. Cette fête n'était pas seulement 20 000 euros. C'était le symbole de décennies de sacrifices à sens unique. Et les mots de Sophie n'avaient pas été seulement une insulte. Ils étaient un jugement.
C'était une critique de l'œuvre de ma vie en tant que tante Olivia. Et le verdict était tombé. Nul, gâché. J'atteignis le bureau. Marc, le directeur, se leva quand j'entrai. C'était un professionnel consommé, son visage un masque de préoccupation polie. Olivia, qu'est-ce qui ne va pas? La nourriture n'est pas à votre goût? La nourriture n'a aucune importance, Marc, dis-je, ma voix basse et stable. Je sortis mon chéquier de ma pochette. J'arrête la fête. Les sourcils de Marc se haussèrent. Je suis désolé. Quoi? Il y a un contrat. Il y en a un, l'interrompis-je, et je suis prête à l'honorer. Vous, le traiteur et le DJ, avez tous des clauses d'annulation de l'événement par le client. Je les invoque maintenant. Mais pourquoi? Parce que mes invités d'honneur viennent de m'informer que l'événement est nul et que j'ai tout gâché. Je ne vois aucune raison de continuer à financer un événement qui est si clairement une déception pour elle. Marc cligna des yeux, en train de traiter l'information. C'était un homme d'affaires. Il comprenait les contrats. J'ai besoin que vous fassiez venir la chef traiteur et la DJ ici. Nous allons régler les factures. Au prorata des services rendus jusqu'à 21h30. Marc, voyant le regard dans mes yeux, ne discuta pas. Il hocha simplement la tête et prit sa radio. Faites venir Maria du service traiteur et la DJ, Sarah je crois, à mon bureau maintenant. Une minute plus tard, Maria la traiteur et Sarah la DJ étaient dans la pièce, l'air confus. J'étais entièrement professionnel. Mesdames, merci pour votre travail ce soir. Il a été excellent. Malheureusement, je mets fin à la fête avec effet immédiat. Sarah, la DJ, parut horrifiée. Ai-je fait quelque chose de mal? C'était la musique? Votre musique était parfaite, Sarah, dis-je en rédigeant déjà un chèque. Le problème vient des invités, pas des prestataires. Maria, la nourriture de votre équipe était exquise. Cependant, le plat principal ne sera pas servi. Je me tournai vers Marc. Marc, votre contrat est pour la salle jusqu'à minuit, plus la sécurité. Je paierai la location complète de la salle. Ce n'est pas négociable. Je lui tendis un chèque. Mais la sécurité sera maintenant nécessaire pour escorter 80 adolescents jusqu'au trottoir. À Maria, votre contrat est pour la nourriture et le service. Votre équipe a préparé le plat principal, mais ne l'a pas servi. Je paierai les coûts de la nourriture plus le service pour les 2 premières heures. Je lui tendis un chèque. S'il vous plaît, demandez à votre équipe de tout remballer, les amuse-gueules, le plat principal, les desserts, et surtout le gâteau. À Sarah, votre contrat est pour 4 heures. Vous avez joué pendant 2 heures. Je vous paierai pour les 2 heures plus un bonus d'annulation. J'écrivis un chèque et le lui tendis. J'ai besoin que vous fassiez une dernière annonce. Vous direz que la fête est finie. Bonne nuit. Et ensuite, vous couperez la musique. Pouvez-vous faire ça? Sarah, regardant le chèque dans sa main, qui était d'un montant supérieur à son cachet complet de 4 heures, hocha simplement la tête. Oui, madame. Bien, dis-je en rangeant mon chéquier. Nous allons procéder dans l'ordre. Marc, vous ferez allumer les lumières de la salle. Sarah, vous ferez votre annonce. Maria, votre équipe commencera à remballer. Je serai à l'entrée principale pour m'assurer que ma famille n'interfère pas avec votre personnel. Ils me dévisageaient tous. C'était l'ensemble d'instructions le plus brutal, efficace et froid qu'ils aient jamais reçu. Mais j'étais la cliente, et je payais. Je venais de transformer une fête à 20 000 € en une leçon de conséquence à 12 000 €. Allons-y, dis-je. Le spectacle est terminé. Je retournai dans la salle de bal, mes 3 prestataires se déployant derrière moi vers leurs postes respectifs. Mon cœur ne battait pas la chamade. Je n'étais pas nerveuse. Je me sentais plus légère. Le poids de 16 ans d'attente avait été levé. Je n'étais plus responsable de leur bonheur. Je pris position près de la grande entrée, à côté des cordons de velours, et je me contentais de regarder. C'était mon tournant. Toute ma vie, j'avais fonctionné sur un seul principe, arranger les choses. Régler le problème. Calmer les esprits. Payer la note. Arranger les choses. Quand la voiture de Marguerite a été saisie, je lui en ai acheté une nouvelle. Arranger les choses.
Quand Sophie s'est cassé le bras et que Marguerite ne pouvait pas payer la facture des urgences, je l'ai payé. Arranger les choses. Quand elles se plaignaient de leur petit appartement exigu, j'ai payé pour cette fête, un fantasme pour qu'elles se sentent spéciales. Arranger les choses. Le problème quand on arrange les choses, c'est qu'on efface toutes les aspérités douloureuses de la réalité. On efface les conséquences. Et si les gens ne touchent jamais les aspérités, ils n'apprennent jamais que leurs actions peuvent faire saigner les autres. J'en avais fini d'arranger les choses. J'allais, pour la première fois de ma vie, rendre les choses réelles. Sophie et Manon étaient près de la piste de danse en train de prendre un selfie. Sophie boudait, sa robe à 500 € bien en évidence. La DJ, Sarah, était à sa console. Elle me vit. Je lui fis un seul signe de tête sec. Elle baissa le son du morceau pop entraînant. Le silence soudain et gênant fit cesser une centaine de conversations. Les adolescents levèrent les yeux de leur téléphone, confus. Puis la voix de Sarah retentit dans les haut-parleurs, nette et professionnelle. Attention invités, la fête est terminée. Veuillez rassembler vos affaires et quitter la salle de bal. Bonne nuit. Elle ne se contenta pas de couper la musique. Elle coupa l'alimentation de tout son équipement. Le silence était maintenant total, lourd et absolu. Un instant plus tard, comme sur un signal, les lumières de la salle s'allumèrent brutalement. L'ambiance douce et étoilée du jardin de minuit fut instantanément, brutalement effacée, remplacée par la lumière crue et peu flatteuse de l'éclairage de service de la salle. La magie s'était évanouie. Les rideaux de velours ressemblaient à de vieilles tentures. Les centres de table floraux à des mauvaises herbes mourantes. La pièce n'était plus qu'une pièce. Un quoi collectif ondula à travers les adolescents. Et puis, la phase 3. Par les portes de service, l'équipe de traiteurs de Maria émergea. Ils ne transportaient pas de plateaux d'argent remplis de plats chauds. Ils transportaient de grands bacs en plastique et des chariots à clés. Ils se déplaçaient avec une efficacité sinistre. Ils commencèrent par la table principale, emballant les amuse-gueules gastronomiques intactes. Ils emportèrent les plats principaux, encore sur leur support chauffant, et se dirigèrent vers la sortie de service. Une autre équipe, armée d'un chariot, se dirigea directement vers le gâteau de bouleau argenté à 8 étages, qui n'avait même pas été coupé. Avec une aisance experte, ils soulevèrent la chose entière et l'emportèrent. C'était l'acte de déconstruction le plus beau, coordonné et dévastateur que j'ai jamais vu. C'était de l'art. La pièce éclata, non pas en panique, mais en cris aigus et confus d'adolescents privilégiés à qui l'on refusait quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Où est le gâteau? C'est trop bizarre. La tête de Sophie pivota, ses yeux grands ouverts de choc authentique. Elle vit les traiteurs. Elle vit les lumières. Elle me vit, debout à la porte. Elle pointa un doigt, son visage devenant d'un rouge tacheté et laid. Tante Olivia, qu'est-ce que tu fais? Sa voix, sa vraie voix, était un hurlement. La princesse avait disparu. Avant que je puisse répondre, ma sœur Marguerite fonçait sur moi, son visage un masque de confusion et d'indignation. Olivia, qu'est-ce qui se passe? Le directeur a dit que... C'est toi. Tu as tout arrêté. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? C'était ça. Le moment de la confrontation. J'avais toujours redouté cela, le moment où le besoin de Marguerite et mon refus finiraient par entrer en collision. Mais maintenant, je ne ressentais rien d'autre qu'une résolution froide et claire. Je regardais ma sœur, la femme que j'avais soutenue pendant la moitié de sa vie. Tu as raison, Marguerite, dis-je, ma voix à peine un murmure, mais elle trancha à travers sa panique. J'ai tout arrêté. Pourquoi? Tu m'as embarrassé. Tu as embarrassé Sophie. Au contraire, Marguerite, dis-je en désignant la reine de la fête, furieuse et hurlante. Elle s'est embarrassée elle-même et elle m'a embarrassé. De quoi tu parles? Je parle de ma fête à 20 000 €, dis-je. Celle que j'ai payée. Celle que ta fille vient de décrire comme nulle. Celle où elle a dit à son ami que j'avais gâché. Je crois que c'était ses mots exacts, n'est-ce pas, Sophie? Sophie, qui s'était approchée en tapant du pied, se figea. Son visage passa du rouge au blanc fantomatique. Elle n'avait pas seulement été prise sur le fait. Elle avait été citée. Je n'ai pas, balbutia-t-elle. Oh, si, dis-je, sans méchanceté. J'étais juste derrière vous.
C'était toute une performance. Toi et Manon. Manon, notez je, s'était déjà éclipsée par la porte de service. Une véritable amie. Olivia, c'est une enfant. Hurla Marguerite, les mains en l'air. Elle ne le pensait pas. Tu ne peux pas juste gâcher sa fête. Je suis une enfant, cria Sophie en se tournant vers sa mère. C'est ma fête, et elle l'a gâchée. C'était un spectacle fascinant et horrifiant. À ce moment-là, Sophie n'était pas en colère contre moi pour avoir mis fin à la fête. Elle était en colère contre moi pour lui avoir donné raison. J'avais, dans son esprit, finalement fait ce dont elle m'accusait depuis le début. J'avais tout gâché. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. Alors, dis-je, en regardant le visage apoplectique de Marguerite et celui de Sophie, striés de larmes et hurlant. Vous semblez toutes les deux d'accord. La fête est gâchée. Dans ce cas, mon travail ici est terminé. Tu ne peux pas faire ça. Marguerite attrapa mon bras. Ses doigts s'enfoncèrent durement. Tu vas retourner là-bas et tu vas leur dire de ramener la nourriture. Tu vas rallumer la musique. Répare ça, Olivia. Répare ça. La voilà. L'ancienne rengaine familière. Je retirai lentement, délibérément, sa main de mon bras. Non, Marguerite, dis-je. Je ne le ferai pas, je me tournai vers Sophie. Son visage était un désastre de mascara qui coulait de purs sentiments de droit non dilués. Joyeux anniversaire, Sophie, dis-je. C'est ton cadeau. C'est la seule chose que je ne t'ai apparemment jamais donnée. Ça s'appelle une conséquence. Tu devrais l'essayer. Ce n'est pas nul du tout. C'est très, très réel. Je pris ma pochette sur la table de l'entrée. Tu as payé pour ça. Cria Sophie, une dernière salve désespérée. Tu dois rester. C'est ma fête. Tu as raison, dis-je en m'arrêtant à la porte. J'ai payé pour ça, ce qui signifie que c'est ma fête, et je m'en vais. Je sortis de la salle de bal. Je n'ai pas couru. J'ai marché, la tête haute, passant devant le personnel de l'hôtel stupéfait et le groupe d'adolescents qui se déversaient maintenant dans le couloir, tous en train de Twitter et de poster sur Instagram le désastre. Je pouvais entendre les cris de Sophie résonner dans le couloir. Je pouvais entendre Marguerite crier mon nom. J'ai juste continué à marcher. Je suis allé au voiturier, j'ai récupéré ma voiture et je suis rentré chez moi avec mon portefeuille. Le trajet du retour fut silencieux. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste conduit, les mains stables sur le volant. L'adrénaline s'était estompée, laissant derrière elle ce même calme cristallin. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais libre. C'était un sentiment dont je n'avais pas réalisé qu'il me manquait. Quand je suis rentré à mon appartement, je me suis versé un très grand et très cher verre de scotch. Je me suis assise sur mon balcon surplombant les lumières de la ville et j'ai laissé le silence m'envahir. Puis mon téléphone a vrombi et encore vrombi. C'était une attaque nucléaire en règle. D'abord, il y a eu les SMS de Marguerite. Ils ont commencé comme une rafale de rage pure et débridée. Marguerite, comment oses-tu? Marguerite, tu m'as humilié. Tu as humilié ma fille. Marguerite, tu es une personne malade et vengeresse. Marguerite, Sophie est dans sa chambre. Elle est hystérique. C'est de ta faute. Je regardais les messages défiler, mon expression inchangée. Marguerite, décroche ton téléphone. Décroche. Décroche. Marguerite, tu vas le regretter, Olivia. Je le jure devant Dieu, tu vas le regretter. Puis les renforts ont commencé à arriver. Marguerite avait clairement lancé le reste de la famille à mes trousses. Ma cousine, Sarah, Olivia, j'entends des choses folles. Est-ce que Sophie va bien? Marguerite est anéantie. Ma tante Catherine, Olivia, ma chérie, je pense que tu dois des excuses énormes à ta sœur. Ce que tu as fait était tout simplement cruel. C'est une enfant. J'ai mis mon téléphone en mode ne pas déranger, j'ai pris une gorgée de scotch et je suis allé me coucher. J'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait en 16 ans. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 28 appels manqués et 47 SMS. Le discours avait clairement changé. Le nouveau thème était « Tu l'as traumatisé ». Mais ma démolition silencieuse ne concernait pas seulement la fête.
La fête était le symptôme. La maladie était le sentiment de droit, et le remède était une dose complète de réalité. Et j'étais la seule à pouvoir l'administrer. Je me suis levé, j'ai fait du café et je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé mon enquête. Pas sur Sophie, mais sur Manon. J'étais une designer professionnelle. Je devais vérifier les entrepreneurs, les sous-traitants et les clients tout le temps. Mon entreprise, ma survie, dépendait de savoir à qui j'avais affaire. Cela m'a pris moins de 30 minutes. Manon n'était pas une nouvelle riche. Elle n'avait pas d'argent. Son père était un cadre intermédiaire dans une start-up locale. Sa mère était, sa mère était très douée pour faire semblant. J'ai trouvé leur adresse. C'était une location. J'ai trouvé leur voiture, une BMW en leasing. J'ai trouvé une série de publications sur les réseaux sociaux, toutes très soignées, toutes criant la richesse. Mais la vraie mine d'or, c'était les registres du tribunal de commerce, un registre public. Les parents de Manon étaient poursuivis par 3 fournisseurs différents, un traiteur pour un événement caritatif qu'ils avaient organisé, un bijoutier, une boutique de vêtements de luxe, tous pour non-paiement. C'étaient des maîtres du style de vie faire semblant jusqu'à ce que ça marche, laissant derrière eux une traînée de factures impayées et de petits commerçants en colère. Ce n'était pas une snob. C'était une arnaqueuse de 16 ans formée par des professionnels. C'était la personne que ma nièce imitait. C'était la personne qui avait qualifié l'œuvre de ma vie de nulle. J'ai sauvegardé les PDF, tous. Puis je me suis penché sur mes propres finances. J'ai appelé mon avocat et mon conseiller financier. Je veux restructurer certains actifs, ai-je dit. Plus précisément, la fiducie que j'alimente pour les études de ma nièce, et je dois retirer mon nom d'une caution pour le prêt immobilier d'un appartement. Quelles sont mes options? La démolition ne concernait pas seulement cette nuit-là. Elle concernait le reste de ma vie. La fête était la confrontation. Ceci, c'était le démantèlement froid, silencieux et systématique de toute la structure pourrie. Mon téléphone a sonné. C'était Marguerite. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Olivia, s'il te plaît. Je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. J'étais en colère, mais tu as fait passer ton message. Sophie est. Elle est dévastée. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle ne veut pas sortir. Elle a dit qu'elle avait trop honte pour retourner à l'école. Tu l'as détruite. Tu dois réparer ça. Réparer ça. Les revoilà. Les mots magiques. J'ai décroché le téléphone, mais je n'ai pas appelé Marguerite. J'ai appelé la traiteur, Maria. Maria, dis-je. C'est Olivia Lambert. J'ai une question. Quelle quantité de la nourriture d'hier soir est encore bonne? Bien. Je voudrais tout acheter, et j'ai besoin que ce soit livré au foyer pour femmes du centre-ville. Ma carte est enregistrée. J'ai raccroché et pour la première fois, j'ai souri. La fête n'était pas une perte totale, après tout. J'ai laissé Marguerite et Sophie mariner dans leur humiliation auto-imposée pendant 3 jours complets. Les SMS sont passés de la colère à la supplication, puis à la manipulation. Marguerite, l'école a appelé. Sophie n'est pas venue. Toutes ses amies en parlent. Elle la traite de casseuse d'ambiance. C'est toi qui as fait ça. Marguerite, Olivia, je suis sérieuse. Je m'inquiète pour elle. Ce n'est pas juste un drame d'adolescente. C'est réel. Tu lui as créé un complexe. C'est un préjudice moral. Marguerite, je vais devoir payer un thérapeute. Tu vas devoir payer un thérapeute. Ce dernier m'a presque fait rire. Le 4e jour, on a frappé à la porte de mon appartement. Des coups frénétiques et désespérés. Je savais qui c'était. Je l'ai fait entrer. Marguerite se tenait dans l'embrasure de ma porte, l'air d'une épave. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux rouges et gonflés, et son tailleur pantalon d'agente immobilière était froissé. Tu dois lui parler, dit-elle en passant devant moi pour entrer dans mon appartement. Elle n'avait pas attendu d'invitation. Elle est dans la voiture. Elle ne veut pas monter. Elle est. Olivia, j'ai peur. Elle ne me parle plus. Elle reste juste dans sa chambre et pleure ou envoie des SMS à 7.
Cette horrible fille, Manon. Alors, dis-je calmement en me versant une tasse de café. Les deux personnes qui ont causé le problème sont maintenant malheureuses. Cela ressemble à un problème qui se résout de lui-même. Ce n'est pas une blague, cria Marguerite, sa voix se brisant. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu l'as humilié devant tout le monde. Non, dis-je en me tournant pour lui faire face. Je vais le dire une dernière fois, et j'ai besoin que tu écoutes, Marguerite. Je ne l'ai pas humiliée. Elle m'a humilié. J'ai juste refusé de payer pour ce privilège. Il y a une très grande différence. Elle a 16 ans. À quoi tu t'attends? C'est toi l'adulte. Je le suis. Et en tant qu'adulte, j'en ai fini. J'en ai fini, Marguerite. Fini. Fini avec quoi? Fini d'être la banque, dis-je. Je me dirigeai vers mon bureau, pris un dossier et le jetai sur la table basse devant elle. J'en ai fini avec ça. Marguerite regarda le dossier. Qu'est-ce que c'est? Ça, dis-je, c'est ta nouvelle amie, Manon, ou plutôt ses parents. C'est une copie des poursuites judiciaires de leur dernier traiteur et de celle du bijoutier. Ce sont des escrocs, Marguerite. Des arnaqueurs qui vivent de dettes et de mensonges. C'est la personne que ta fille idolâtre. C'est l'ami riche qui lui a dit que ma fête était nulle. Elle n'est pas riche, Marguerite. Elle est juste vulgaire. Le visage de Marguerite devint blême en lisant la première page. Je ne savais pas, bien sûr que non. Tu ne demandes jamais. Tu ne fais que prendre. Elle recula comme si je l'avais giflée. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment allait mon entreprise, Marguerite? Pas en prélude à une demande d'argent, mais juste parce que tu t'y intéressais. Elle ouvrit la bouche et la referma. Elle n'avait aucune réponse. Pendant 16 ans, continuai-je, j'ai été la solution à tout. J'ai payé pour ta vie. Et en retour, tu as élevé ta fille pour qu'elle croie que je ne suis pas une personne, mais une ressource, un puissant fonds d'argent auquel elle a droit. Et quand la ressource n'a pas fourni exactement ce qu'elle voulait, de la manière exacte que son amie arnaqueuse lui avait dit de le vouloir, elle a piqué une crise. Et alors? Tu en as piqué une en retour. Une crise à 20 000 euros. Non, dis-je. J'ai juste arrêté. J'ai arrêté de payer. Voilà à quoi ça ressemble quand j'arrête de payer, Marguerite. Ce n'est pas joli, n'est-ce pas? Les lumières s'allument. La musique s'arrête. La nourriture est remballée. Marguerite s'effondra. Elle ne s'est pas juste assise. Elle s'est écroulée sur mon canapé coûteux, les mains couvrant son visage. Elle se mit à sangloter, pas les fausses larmes manipulatrices auxquelles j'étais habitué. C'étaient les vrais. Des sanglots durs, secs et déchirants de quelqu'un qui vient de toucher le fond. Je l'ai détruite, murmura-t-elle dans ses mains. Ce n'est pas toi, c'est moi. Je voulais qu'elle ait tout. Je voulais qu'elle soit comme toi, réussie, respectée, et tout ce que je lui ai appris, c'est à être comme moi, toujours dans le besoin, toujours à demander. L'aveu flotta dans l'air. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite en une décennie. Je m'assis, non pas à côté d'elle, mais dans le fauteuil en face d'elle. Je ne la réconfortai pas. Je ne lui offris pas de mouchoir. J'ai juste attendu. Qu'est-ce que je fais, Olivia? Demanda-t-elle finalement, sa voix rauque. Je ne sais pas comment réparer ça. Bien, dis-je. Parce que pour la première fois, je ne vais pas le réparer pour toi. C'est toi qui vas le faire. Tu vas descendre. Tu vas chercher ta fille. Tu vas la faire monter ici, et nous allons tous avoir une discussion d'adultes, ou du moins, deux adultes et une personne qui est sur le point d'apprendre à en devenir une. Marguerite parut terrifiée. Elle n'écoutera pas. Elle va crier. Alors elle criera, dis-je, dans l'appartement de quelqu'un d'autre. Je me levai et me dirigeai vers la porte, la tenant ouverte. C'était un ordre clair et non négociable. Elle me fixa longuement, ses yeux cherchant dans les miens l'ancienne Olivia, la bonne poire, la solution à tout. Elle avait disparu. Marguerite s'essuya le nez sur sa manche, se leva et sortit pour aller chercher sa fille. Sophie n'est pas venue tranquillement. J'ai entendu la dispute depuis l'ascenseur. Elle criait. Marguerite plaidait. Quand la porte s'est ouverte,
Sophie est entrée en trombe, les bras croisés, le visage encore bouffi. Elle portait un pantalon de survêtement déchiré et un sweat à capuche, son uniforme de « Je suis une victime ». Elle refusa de me regarder, marchant directement vers mon balcon et fixant la ville, le dos tourné à la pièce. « Sophie, retourne-toi », dit Marguerite, sa voix tremblante mais ferme. « Non. C'est stupide. Elle va juste me crier dessus, marmonna Sophie. « Je ne vais pas te crier dessus, Sophie, dis-je. » Elle se retourna, les yeux flamboyants. « Alors quoi? Tu vas encore me dire à quel point je suis ingrate, comment tu as tout payé? Vas-y, dis-le. Je m'en fiche. C'était nul. C'était tout pour toi. Tu voulais te vanter devant tous tes amis riches de ta générosité. » L'accusation était si incroyablement, spectaculairement fausse qu'elle m'a presque coupé le souffle. « Je vois, dis-je. Donc la fête que j'ai organisée pour toi, avec ta liste d'invités, avec le thème que tu as demandé, était en fait pour moi. Tu n'as pas pris le DJ que je voulais. Tu n'as pas pris la nourriture que je voulais. Tu as juste fait ce que tu voulais. Tu ne m'as jamais écouté. Je t'ai écouté, Sophie. Je t'ai écouté quand tu m'as dit que tu voulais une fête. Et je t'ai écouté à la fête quand tu as dit à Manon que j'avais tout gâché. Je t'ai entendu haut et fort. Je me dirigeai vers la table basse et tapotai le dossier que j'avais montré à Marguerite. Assieds-toi. Je ne veux pas, j'ai dit, assieds-toi, ordonnai-je. Ma voix avait cette dureté d'acier que j'utilisais avec les entrepreneurs récalcitrants, et cela la choqua au point de la faire taire. Elle s'assit. Je fis glisser le dossier devant elle. C'est ton amie, Manon. Tu sais, celle dont tu estimes tant l'opinion. Lis. Les yeux de Sophie parcoururent la première page. Les poursuites judiciaires. Son front se plissa. Qu'est-ce que c'est? C'est un document public montrant que les parents de Manon sont poursuivis pour fraude. Ils ne paient pas leurs factures, Sophie. La vie de riche que tu es si désespérée de copier est une imposture complète. Ce sont des escrocs. Et toi, ma chère, tu étais leur parfaite petite proie. La fille avec la tante riche et stupide qui paierait pour tout. Le visage de Sophie devint blanc. C'était une humiliation d'un autre genre. Ce n'était pas seulement être embarrassée. C'était réaliser qu'elle avait été manipulée. C'est. Ce n'est pas vrai, murmura-t-elle. Manon est ma meilleure amie. Manon est une profiteuse, dis-je, ma voix s'adoucissant un peu. Et elle t'a vu comme une proie facile. Et toi, dans ta hâte de l'impressionner, tu étais prête à jeter la seule personne qui a réellement été de ton côté, subvenant à tes besoins, toute ta vie. Ses yeux s'emplirent de larmes. Ce n'étaient pas les larmes de colère et de comédie de la fête. C'était la douleur profonde et tremblante d'une enfant qui vient de réaliser que le monde est beaucoup plus compliqué et froid qu'elle ne l'imaginait. Mais je voulais juste. Balbutia-t-elle. Je voulais juste être. Je voulais qu'ils pensent que j'étais. Cool, proposai-je. Riche. Comme eux. Elle hocha la tête, les larmes coulant maintenant à flot. Tu le es, dis-je, de toutes les manières qui comptent. Tu es intelligente. Tu es en bonne santé. Et tu étais aimée inconditionnellement. Mais tu as pris cet amour, Sophie, et tu as craché dessus en public, pour l'approbation d'une fille qui se retrouvera devant le tribunal pour mineur dans 2 ans. C'était ça. Le barrage a cédé. Elle n'était pas un monstre. C'était une enfant. Une enfant stupide, influençable et profondément peu sûre d'elle, qui avait reçu de terribles conseils à la fois de la faiblesse de sa mère et de la cupidité de son ami. Elle me regarda, son visage se décomposant. « Je suis désolée, tante Olivia, murmura-t-elle. Je suis tellement désolée. Je ne le pensais pas. J'essayais juste. J'essayais d'être comme elle. Je suis désolée. » C'était un début. Je regardais Marguerite, qui pleurait silencieusement. « C'est là que ça devient difficile, dis-je en me retournant vers ma nièce. J'accepte tes excuses, mais les excuses ne réparent pas ce qui est cassé. » Je pris mon téléphone et composai le numéro de mon avocat, le mettant sur haut-parleur. « David, tu es là. »« Je suis là, Olivia. »« Les parties sont-elles présentes ?»« Elles le sont. » Sophie et Marguerite regardèrent le téléphone avec horreur.
Comme nous en avons discuté, David, dis-je, je restructure le fonds d'études que j'alimentais pour Sophie. Nous le gelons. Toutes mes contributions sont retirées et placées dans ma propre fiducie. Non, Alta Marguerite. Et l'appartement, David. Nous avons examiné l'accord de caution. Olivia, vous ne pouvez pas être retiré sans que votre sœur ne refinance, et vu son dossier de crédit, c'est peu probable. Comme je le pensais. Alors nous allons procéder à l'option B. Nous allons forcer la vente de l'unité pour récupérer mon apport. Olivia. Non, hurla Marguerite en se levant. Tu vas nous mettre à la rue. Tu ne peux pas. Je peux, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Je ne suis plus ton filet de sécurité, Marguerite. Tu vendras l'appartement. Mon apport de 20% me reviendra. Tu prendras le capital qu'il te restera, et tu loueras comme toute autre personne qui n'a pas les moyens d'acheter. C'était le point culminant, pas la fête. Ceci. Le son de toute la structure de soutien pourri que j'avais construite s'effondrant enfin. Sophie me dévisageait, la bouche ouverte, sans voix. Et toi, dis-je à Sophie, tu vas trouver un travail. Pas un stage d'été dans mon agence. Un vrai travail. Tu serviras dans un restaurant où tu vendras des glaces, et tu me rembourseras. Te rembourser? Te rembourser quoi, murmura-t-elle. La fête. Les 12 000 € que j'ai quand même dû payer pour les acomptes, les prestataires et les frais d'annulation. Tu vas me rembourser chaque centime, même si ça te prend 10 ans. Tu voulais être une adulte. Bienvenue dans l'âge adulte. Tout est question de payer les factures. Marguerite hyperventilait. Sophie avait juste l'air brisé. Merci, David, dis-je, et je raccrochai. La pièce était silencieuse, à l'exception des halètements de Marguerite. Tu es un monstre, murmura finalement Marguerite. Non, dis-je. Je suis architecte d'intérieur, et je répare enfin les fondations défectueuses de cette famille. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas bien, mais c'est réel. La chute ne fut pas aussi publique que la fête, mais elle fut bien plus profonde. Marguerite, confrontée à la réalité juridique d'une vente forcée, dut vendre l'appartement. Comme je l'avais prédit, après avoir récupéré mon apport, il ne restait pas grand-chose. Elle et Sophie déménagèrent dans un appartement de 3 pièces en location dans un quartier moins à la mode de la ville. La berline de luxe pour laquelle j'avais co-signé, j'ai laissé le leasing expirer. Elle conduisait maintenant une voiture d'occasion de 5 ans qu'elle payait elle-même. Marguerite devait travailler, pas seulement jouer à l'agente immobilière. Elle a commencé à organiser des portes ouvertes tous les week-ends. Elle a pris des clients qu'elle aurait auparavant considérés comme indignes d'elle. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 6 mois. Le silence était paisible. Et Sophie, elle a trouvé un travail. Je l'ai vue un jour alors que j'allais prendre une glace. Elle était derrière le comptoir dans un uniforme rayé rose et blanc, les cheveux dans une charlotte. Elle m'a vu, son visage a rougi, et elle a baissé les yeux, ses mains tremblant alors qu'elle servait le client devant moi. Quand ce fut mon tour, je me suis approché. Je prendrai une petite boule vanille, dis-je. Elle hocha la tête, sans croiser mon regard. Elle servit la glace, ses mains tremblant toujours. Ça fera 3,50 €. Je lui tendis un billet de 20 €. Merci, Sophie. Ça a l'air délicieux. Elle tripota la monnaie. Votre monnaie est de 16,50 €. Garde-la, dis-je. Mets-la de côté pour ta dette. Sa tête se redressa brusquement, ses yeux écarquillés. Je ne la narguais pas. J'étais juste pratique. Il n'en reste plus que 3428 comme ça à faire, murmura-t-elle, un fantôme de sourire sur son visage. Je tiens les comptes, dis-je. Je lui souris en retour. Le roast va bien. C'était un début. La réconciliation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle s'est faite par petites et douloureuses étapes. Elle s'est produite quand Marguerite m'a appelé 6 mois plus tard, non pas pour demander de l'argent, mais pour me dire qu'elle venait de conclure sa première grosse vente toute seule. Sa voix était pleine d'une fierté que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle s'est produite quand Sophie m'a envoyé son premier chèque de paie du glacier. Il était de 250 €. Collé dessus, il y avait un petit mot écrit sur du papier de cahier. Tante Olivia, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début.
Je suis désolé. Je suis toujours désolé. Je n'ai pas encaissé le chèque. Je l'ai encadré. J'ai, cependant, dégelé son fonds d'études. Mon avocat a pensé que j'étais folle. Mais je n'enseignais pas seulement une leçon. Je reconstruisais une personne. L'antagoniste, Manon, s'est estompé de leur vie. Une fois l'argent tari, une fois que la tante riche n'était plus un facteur, Sophie n'était plus utile. J'ai entendu dire que sa famille avait été expulsée de leur location. Je n'ai rien ressenti. L'histoire ne se termine pas par une grande fête heureuse. Elle se termine à une petite table en formica dans un appartement de location. Je suis venu dîner. Marguerite a fait des lasagnes. C'était correct. Sophie était là, de retour de son premier semestre à l'université publique, celle qu'elle payait avec une combinaison de ses économies, de mon fonds rétabli et d'un travail à temps partiel. Nous avons mangé. Nous avons parlé de ses cours. Nous avons parlé des nouveaux clients de Marguerite. C'était normal. C'était calme. C'était réel. Au moment de partir, Marguerite m'a arrêté à la porte. « Olivia, dit-elle. »« Merci. »« Pourquoi ? » ?»« Les lasagnes ? » ?»« Non, dit-elle, ses yeux brillant de ses vraies larmes honnêtes. »« Pour avoir tout réduit en cendres. »« Nous en avions besoin. J'en avais besoin. J'ai serré ma sœur dans mes bras. Vraiment serré pour la première fois depuis des années. « Ne t'inquiète pas, dis-je en me reculant. Mes honoraires pour la démolition sont élevés. » Elle a ri, d'un vrai rire sincère. J'imagine. Je vais commencer à économiser. En rentrant chez moi, je me sentais en paix. Je n'avais pas seulement payé pour une fête. J'avais racheté ma famille. Et il s'avère que le prix était exactement de 12 000 €, un appartement vendu et une fête de 16e anniversaire très, très nulle.